Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est le 19 mai, le jour où je tourne cette vidéo, donc je la sors demain. Et aujourd'hui, Thaïs Descuffon a sorti une longue vidéo dans laquelle elle se pose la question, est-ce que par hasard 90% des accusations de viol ne seraient pas des fausses accusations? Cette vidéo, elle est longue, cette vidéo, elle dit pas grand chose d'intéressant et finalement on va pouvoir simplement se concentrer sur le tweet qui présente la vidéo, le tweet de Thaïs Descuffon qui dit ça, 90% des accusations de viol seraient-elles des mensonges? Je m'attaque au tabou qui a détruit des milliers de vies d'hommes innocents. Les fausses dénonciations de viol, ce phénomène dangereux et sous-représenté dont le féminisme est responsable. Et finalement, à travers ce tweet particulièrement désastreux, on va pouvoir répondre à Thaïs Descuffon et on va lui répondre en 6 points. Le premier point, c'est important, et je vous recommande la lecture des ouvrages, en particulier de Michel Perrault, qui est une féministe de la première et de la deuxième vague, qui a énormément travaillé sur la question de la justice, sur la question de la prison. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la justice ne cherche pas le vrai. La justice, elle cherche la matérialité du vrai. C'est-à-dire, si vous avez des éléments tangibles pour prouver une affirmation, dans ce cas-là, la justice va pouvoir se pencher dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de la justice n'est pas de dire vous avez raison ou vous avez tort. Le rôle de la justice, c'est de dire vos déclarations sont suffisamment étayées par tel et tel élément pour qu'on puisse vous déclarer innocent, coupable ou victime. Et c'est ça le rôle de la justice. C'est quelque chose qui est mal connu. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'apporter suffisamment d'éléments matériels, l'affaire peut ne pas être poursuivie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que vous êtes coupable ou victime. On va revenir dessus dans un instant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que tout est affaire en justice de preuve. En justice, rien n'est affaire de vrai. Et vous pouvez être, je ne sais pas, avoir été accusé de quelque chose, qu'il y ait un non-lieu et quand même avoir été coupable de ce fait-là. Ça, c'est le premier point. Alors, bien rappeler ça. La justice cherche la matérialité des faits, cherche la preuve avant de chercher le vrai. Le deuxième point, 90% des accusations de viol seraient-elles des mensonges? Sur quoi elle se base là-dessus? Grosso modo, pour simplifier un petit peu son discours, qui n'est pas très compliqué non plus, elle explique que à peu près 90% des accusations de viol ne sont pas judiciarisées. Le chiffre est un petit peu plus élevé que ça. Et donc, si c'est pas judiciarisé, ça veut dire que il n'y a pas y a pas eu du coup de fait. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose. 90% des affaires de viol qui ne sont pas judiciarisées, qui aboutissent à un non-lieu, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'un procureur n'a pas poursuivi l'affaire. Et il peut ne pas avoir poursuivi l'affaire pour de multiples raisons. Et on va revenir sur certaines de ces raisons dans les autres points de mon argumentaire. Mais l'une des raisons, vous savez que je suis très proche d'une de mes meilleures amies qui est juge et qui m'explique un petit peu l'envers du décor, c'est que les procureurs croulent sous les plaintes et doivent choisir lesquelles judiciariser et lesquelles ne pas judiciariser. Et en France, il y a une sorte de tolérance, c'est absolument révoltant ce que je veux dire, mais c'est la stricte réalité, qui fait que quand vous êtes accusé de viol pour la première fois, il y a très peu de chances que l'affaire soit poursuivie. En revanche, dans des cas de récidive, c'est-à-dire que s'il y a une victime qui va porter plainte pour viol et qu'on s'aperçoit qu'il y avait déjà eu une plainte pour viol qui avait été classée sans suite par le passé, là, il y a une probabilité plus importante pour que le procureur se dise il faut judiciariser. Parce que là, ça s'est reproduit. 90% des affaires de viol qui ne sont pas judiciarisées, ça veut simplement dire que ces affaires-là ne vont pas passer devant un tribunal. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a eu, oui ou non, de l'agression sexuelle. Ça ne dit rien sur l'existence ou non de l'agression sexuelle ou du viol. Ça dit simplement sur la volonté de la justice de poursuivre une affaire. Et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on ne poursuit pas une affaire. Par exemple, je ne sais pas, demain vous allez porter plainte parce que votre voisin vous a volé 5 euros. Il y a une grande chance pour que le procureur qui voit cette affaire-là se dise en fait, moi j'ai très peu de moyens, je dois gérer énormément de dossiers, la justice a peu de moyens. En plus de ça, on va en reparler dans un instant, mais le viol n'est pas un délit, le viol est un crime, on va en reparler dans un instant. Et donc ils ne prennent pas poursuivre l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas volé ces 5 euros, ça veut dire que le procureur a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de choses pour passer devant la justice. Et on peut déplorer, et je déplore, le fait que toutes les affaires de viol ne soient pas systématiquement poursuivies par un procureur, bien évidemment que je le déplore. Et c'est évidemment catastrophique. Il faut aussi comprendre que le viol est un crime, et que, comme tout crime, la justice passe aux assises. Et les assises, donc il va falloir faire venir des jurés de différents endroits de la France. Ça prend du temps, ce sont des procès qui sont plus longs que lorsqu'ils sont jugés en correctionnel.
Et donc, il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a des procureurs qui se disent, en fait, par rapport à l'affaire que j'ai sous les yeux, est-ce que ça vaut le coup d'aller encombrer les assises avec toutes les affaires aussi graves qui se déroulent à côté? Bien évidemment que de notre point de vue, nous, on est des militantes sexistes ou vous êtes des militantes féministes, évidemment que pour nous, ça nous paraît suffisamment grave. Mais il faut comprendre pourquoi 90% de ces faits-là ne sont pas judiciarisés. Et dans les 10% qui sont judiciarisés, il faut, enfin, un peu moins que ça, il faut aussi bien comprendre quelque chose, c'est que la plupart des affaires de viol ne sont pas jugées aux assises, ils sont jugés au correctionnel. Au correctionnel, on ne juge pas les crimes, on juge les délits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une requalification en plus de l'acte de viol en acte d'agression sexuelle, ce qui signifie que les barèmes de sanctions potentielles sont plus bas. Et donc voilà encore quelque chose qui va protéger les agresseurs et faire qu'ils ont des peines qui sont en dessous de la gravité de ce qu'ils ont fait. Parlons des chiffres de fausses accusations maintenant, c'est le troisième point. Les chiffres des fausses accusations, je suis désolé de vous décevoir, on ne les connaît pas et on ne les connaîtra jamais. Je vais m'expliquer dans un instant. Je vous ai déjà cité à plein de reprises 3 études, qui sont les 3 seules études un peu sérieuses que j'ai pu trouver. Une qui se passe en Allemagne, deux qui se passent dans des États aux États-Unis, qui essayent d'évaluer la quantité de fausses accusations, et ces études concluent qu'il y en aurait entre 2 et 7%. Voilà. Le problème de ça, c'est que ces chiffres-là, ils sont probablement minorés et à la fois un petit peu majorés pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand vous passez devant le tribunal, il faut bien comprendre que si vous avez été violé, les répercussions physiques, psychiques, morales sont catastrophiques. Vous avez dû répéter votre histoire je ne sais pas combien de fois à des personnes qui ne vous croyaient pas. Vous connaissez tout le parcours de la combattante que c'est pour les femmes victimes de viol. Et donc il est tout à fait possible qu'au bout d'un moment, au tribunal, quand vous comprenez que le truc va tourner contre vous et que le juge vous dit pour la énième fois, allez, dites-le nous maintenant, il n'y a pas eu de viol, que vous craquiez et que vous disiez non, il n'y a pas eu de viol alors qu'il y a eu un viol. On sait très bien que quand les interrogatoires sont très longs, il y a des personnes qui s'accusent elles-mêmes de choses qu'elles n'ont pas commises. Donc ces chiffres de 2 à 7%, ils sont peut-être trop élevés. Mais d'un autre côté, on pourrait tout à fait aussi dire, si jamais il y a des fausses accusations de viol, la personne ne le reconnaîtra pas, parce que faire une fausse accusation, ça peut aboutir à des condamnations qui sont très importantes, très graves, et donc qu'elle gardera le secret jusqu'au bout. Donc en plus de ça, ces chiffres-là, on ne peut pas en faire grand-chose. En revanche, ce qu'on peut faire de ces chiffres, c'est prendre un tout petit peu de hauteur et réaliser quelque chose d'assez intéressant. Réaliser que quelles que soient les études un peu sérieuses qui travaillent sur ces questions-là, ces chiffres-là, ils sont très bas. 2 à 7%, on est dans une extrême minorité. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il s'agit des chiffres des fausses accusations parmi les viols qui ont été judiciarisés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a 94 000 viols par an qui font l'objet d'une plainte. Il y a probablement 3 fois plus de viols, on va partir sur le chiffre de 300 000. 2 à 7%, c'est pas sur la totalité des viols qui ont été commis en France, c'est sur les viols qui ont abouti à une plainte. Et donc il y en a 3 fois plus. Donc ces chiffres-là, il faut les diviser par 3. C'est-à-dire qu'on est probablement entre 0,8 et 3% et 2,5% de fausses accusations maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre les cas des fausses accusations à la légère, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de l'empathie. Évidemment, on va revenir sur la notion d'empathie dans un instant pour les personnes qui ont subi des fausses accusations. Ça veut simplement dire qu'il faut le voir pour ce que c'est, à savoir du fait divers. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie des choses qui sont des cas absolument exceptionnels et qui doivent être traités. D'ailleurs, j'ai traité de 2 cas de fausses accusations sur la chaîne. Un cas d'une réelle fausse accusation et un autre cas qui est pas réellement une fausse accusation. La personne a réellement subi beaucoup de viols intrafamiliales dans sa vie et a dénoncé quelqu'un d'autre. Il y avait une affaire de racisme et de classisme là-dedans. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Donc il faut pouvoir en parler. Mais on ne peut pas en parler comme si c'était un fait social, exactement comme on parlerait du viol. C'est justement mon 4e point. C'est que si vous en faites 2 phénomènes comparables, si vous décidez de faire du viol et des fausses accusations de viol, 2 phénomènes comparables qui sont finalement à égalité l'un de l'autre, finalement, comment on oriente notre empathie? Notre empathie, on l'oriente autant vers les hommes que les femmes? Et ça peut pas fonctionner. Les fausses accusations sont très rares. Et ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand on reçoit un témoignage d'une personne qui décrit une agression sexuelle ou un viol, on n'a pas de raison de remettre en question ce témoignage. De toute façon, c'est pas notre rôle. Repensez toujours au discours d'Ernestine Ronay et d'Édouard Durand. Votre rôle, c'est d'accueillir un témoignage avec neutralité et avec bienveillance. Mais du coup, si on commence à considérer que la problématique du viol est aussi grave que la problématique des fausses accusations, on va complètement à l'encontre de ce que fait le féminisme, qui essaye de dire il faut qu'on comprenne la notion de viol comme un phénomène systémique, comme un phénomène systématique, et en le comprenant de ce point de vue-là, en comprenant la violence masculine de ce point de vue-là, on comprend qu'il n'existe pas de femme qui n'ait pas subi de violence masculine. Et donc ça justifie l'existence même du mouvement féministe, des courants féministes, pour justement travailler sur tout ce qui va finir par aboutir à la violence masculine. Et c'est ça qui va permettre de développer toutes ces théories qui nous permettent de comprendre aujourd'hui que la pensée misogyne, c'est déjà la base
qui va faire le lit de la violence masculine par la suite. Et si on ne fait pas ça, et ben en fait, finalement, le féminisme n'a pas vraiment de raison d'exister, parce que les hommes sont tout aussi victimes que les femmes. Et la réalité des faits n'est pas celle-ci. La réalité des faits, c'est que les violeurs sont des hommes et les violés sont des femmes. Que ce phénomène, il est massif, qu'il n'y a pas un seul homme sur cette planète qui ne côtoie pas une femme qui ait subi un viol, ça n'existe pas. Et la rhétorique, l'inverse, pardon, est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui côtoient un homme qui a subi des viols. Et la plupart des hommes qui ont subi des viols ont subi des viols par d'autres hommes, d'ailleurs. Et donc, à traiter ces phénomènes de la même façon, finalement, on retire la moelle du féminisme et on essaye d'expliquer et de justifier que l'empathie un petit peu générale qu'il existe aujourd'hui sur la question de la violence masculine orientée vers les femmes n'a pas réellement de raison d'être. Le cinquième point que je vais aborder avec vous, c'est le problème de la matérialité de la preuve du viol. Si demain, vous subissez un carjacking, en fait, c'est pas très très difficile à prouver parce qu'il y aura probablement des traces de verre au sol, vous allez probablement être agressé. Et si vous subissez un carjacking, c'est que vous étiez à ce moment-là dans votre voiture, vous alliez d'un point A à un point B, donc vous ne pouvez plus vous y déplacer, donc vous êtes embêté, donc vous allez avoir besoin d'un nouveau véhicule rapidement. Et pour ça, il va falloir une déclaration. Et donc vous allez aller au commissariat. Donc vous allez tout de suite porter plainte pour un fait sur lequel il va y avoir des preuves assez simples. Vous avez été cambriolé. Il va falloir pour l'assurance que vous ayez certains papiers, certains gages pour que l'assurance vous rembourse, change la serrure, répare vos fenêtres, etc. Donc vous allez tout de suite porter plainte parce que c'est important. Et la matérialité du cambriolage est facile à voir. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un cutter qui passe chez vous, eh ben, il y aura bien une vitre qui a été brisée de l'extérieur vers l'intérieur, avec du verre, avec un appartement qui a été saccagé, etc. Si vous avez subi un viol, si vous avez subi un viol, le seul moyen qu'il y ait beaucoup de matérialité de preuve qu'il y a eu un viol, c'est que le viol ait été accompagné de violences physiques qui aient laissé des marques physiques et que vous alliez porter plainte absolument instantanément. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un viol, on sait que le viol, en général, est commis dans 80% des cas par un proche. Donc, il y a tout un phénomène d'emprise qu'il y a eu avant. Il y a tout eu un phénomène de violence qui est allé de façon croissante. Et donc, le jour où le viol est commis, la majorité des victimes ne réalisent pas qu'elles ont subi un viol. La grande majorité. Et demandez aux féministes qui travaillent au collectif féministe contre le viol, les coups de téléphone qu'elles reçoivent, c'est rarement des femmes qui les appellent en disant « j'ai subi un viol, aidez-moi ». C'est des femmes qui disent « j'ai subi ça, je sais pas trop ce que c'est » et il faut du temps. Il faut du temps pour le réaliser. Le temps que les femmes qui ont subi un viol pour réaliser, eh bien c'est du temps qui fait que la matérialité finit par disparaître. C'est-à-dire que s'il y avait des cicatrices, il n'y en a plus. Et puis en plus, on va être suspicieux, étant donné que pour la majorité des délits et des crimes qu'on subit, on va porter plainte très rapidement. Les policiers ne comprennent pas pourquoi une femme va porter plainte 3, 6 mois, 1 an, 2 ans après une affaire de viol, parfois 10 ans après. Et là, lorsque vous allez vous retrouver à l'UMJ, le médecin ou la doctoresse va faire un examen, ne va peut-être pas trouver de traces de violence physique. Et d'ailleurs, une certaine partie des viols est commise sans violence physique. Il n'y aura plus de traces de sperme à l'intérieur, donc il n'y aura même plus la trace d'un rapport sexuel. Et donc, pour pouvoir prouver l'existence d'un viol, il faut des preuves qui sont quasiment impossibles à fournir. Et c'est en ça qu'on dit que la présomption d'innocence dans les cas d'affaires pour viol est un phénomène qui est protecteur des agresseurs sexuels. Et donc, on en revient à cette question des 90% des viols qui ne sont pas judiciarisés. 90% des viols ne sont pas judiciarisés parce que les procureurs savent également que quand la plainte a été déposée plusieurs semaines, plusieurs mois après l'acte de viol, il n'y aura pas de preuve. Et donc, de toute façon, ça n'aboutira pas, à moins, ça n'arrive quasiment jamais, des aveux de l'agresseur sexuel ou du violeur. Comme il n'y aura pas de preuve, ça aboutira à un non-lieu. Et donc, ça va encombrer la justice pour une affaire qui ne va pas aller au bout. Et c'est ça, en fait, ce que ça dit. Ces 90% de viols qui ne sont pas judiciarisés sont absolument dramatiques parce que c'est la démonstration que notre État français, le monde en général, n'est pas capable de défendre les femmes. Et Thaïs Escuffon choisit d'en faire un argument pour dire que ça veut dire que les hommes sont innocents des viols. Le 6e point qu'il faut rappeler, qui est quand même assez grave, c'est qu'elle déclare à la fin de son tweet, je vous le remontre, que les fausses dénonciations, c'est sous-représenté, c'est le féminisme qui en est responsable. Et bien évidemment que c'est une attaque directe au courant MeToo.
Et c'est dramatique parce que le courant MeToo, c'est pas parce qu'il y a MeToo qu'il y a plus de viols, hein, c'est tout l'inverse en fait. C'est parce qu'il y a eu le courant MeToo qu'on est au courant de ces affaires de viol. Et que désormais, aujourd'hui, tout ce qu'on aurait pu considérer par le passé comme des zones grises, on les comprend bien. On comprend que le viol conjugal est un viol comme un autre. Et je vais sortir un épisode dans pas longtemps que j'ai déjà tourné il y a quelques temps de la façon dont les hommes perçoivent le viol en 1974. Et vous verrez que c'est catastrophique parce qu'ils reconnaissent, oui, j'ai déjà violé des femmes, oui, puis j'ai violé ma femme, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, grâce au mouvement MeToo, grâce au fait que les femmes aient eu le courage de parler collectivement, aujourd'hui cette zone grise elle n'existe plus. On comprend que c'est pas une zone grise, on comprend ce que c'est que le viol conjugal, on comprend ce que c'est qu'une agression sexuelle. Avec le développement de notions sociologiques comme le consentement, le désir mutuel, etc., on est capable maintenant de définir ce que c'est qu'un rapport sexuel sain. Nous, vous savez que dans le féminisme et dans les courants antisexistes, on n'aime pas définir un rapport sexuel sain par le consentement seul, on parle plutôt de désir mutuel, parce qu'on peut négocier un consentement, on peut détourner un consentement, etc., tout ce que vous voulez, et c'est ça ce que le féminisme a permis de faire. Et le problème, c'est que, étant donné que les femmes ne sont pas entendues par la justice, et la preuve, Thaïs le donne, c'est que 90% des affaires pour viol ne sont même pas judiciarisées, le seul endroit qui va leur rester pour pouvoir parler de leur vécu, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ça ce que Thaïs dénonce finalement, c'est de dire, voilà, à cause des féministes, maintenant, toutes les femmes disent qu'elles ont subi un viol. Mais en fait, elles n'ont pas inventé ce viol, c'est simplement que elles en parlent dans le seul endroit où elles savent qu'elles ont une probabilité un petit peu plus importante d'être écoutées, d'être crues et d'être comprises, même si c'est encore un peu faible. Mais elles savent qu'elles ont plus de chances d'être soutenues sur les réseaux sociaux qu'à aller en parler à un commissariat, à un médecin, à un psychologue, etc. Et donc, cette vidéo de Thaïs Descuffon, moi je la trouve mais vraiment honteuse, je la trouve scandaleuse, parce que c'est une vidéo, encore une fois, de ce qu'on appelle des MRA, de Men's Rights Activists, d'activistes pour les droits des hommes, quoi. C'est une pure vidéo... Pardon, je vais utiliser un terme qui est un terme que je sais être un terme sexiste. Je sais que c'est un terme sexiste, mais je l'utilise vraiment à dessein, et vous pouvez m'en vouloir de l'utiliser. C'est une vidéo de pick me, d'une femme qui veut bien se faire voir. Auprès des hommes. Et évidemment que derrière, on sait que c'est une boutiquière, elle a ouvert son site internet avec ses conseils de coaching en séduction, et on peut pas s'empêcher de voir derrière, évidemment, ce genre de tweet, une sorte de vitrine pour dire aux hommes, regardez, moi je vous comprends, moi je suis contre les féministes, moi je suis pour les hommes qui sont rejetés parce que le féministe a créé des femmes qui sont devenues hypergames, qui sont devenues, bon voilà, vous connaissez ces discours Red Pill et Black Pill maintenant par cœur si vous suivez la chaîne, et c'est une catastrophe. Cette vidéo, elle est lamentable, ce tweet est lamentable. Et je suis, moi, assez désespéré, de voir ce genre de choses. Je voudrais juste terminer par un point, parce que j'ai été très dur avec Penseur Sauvage récemment. J'étais très dur avec Penseur Sauvage, qui a mis vraiment 24 heures à réagir à quelque chose auquel il aurait dû réagir plus vite. Et Penseur Sauvage a parfaitement bien réagi au tweet de Thaïs Descuffon, puisqu'il dit en 2022, seuls 7% des cambriolages commis en France ont été élucidés. Selon cette même logique, 93% des signalements de cambriolage seraient donc des mensonges dont le sécuritarisme est responsable. Et je le remercie, parce que c'est un excellent tweet, et je suis très content de voir qu'il est très à l'endroit sur ces questions-là. Bravo Penseur Sauvage, c'est un très bon tweet, c'est une très bonne prise de position, et on a besoin d'autres influenceurs, même si c'est pas leur domaine, qui soient capables de répondre, parce que notre contre-discours n'est pas assez entendu. D'accord ? Les contre-discours des militants et des militantes antisexistes, féministes, etc. ne sont pas assez portés, pas assez entendus. On a besoin que tous les influenceurs, quel que soit leur champ de compétences, soient capables de se positionner sur ces sujets-là, parce qu'il faut qu'on renverse un peu la tendance sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout soutien à vous si vous faites partie des femmes qui ont subi un viol. Encore plus de soutien si votre procès a abouti à un non-lieu. Du soutien si jamais vous n'avez pas été cru et qu'il n'y a pas eu de judiciarisation. Bref, je pense à vous. J'espère que tout va bien dans votre vie. Et je vous souhaite, du coup, c'est un jour férié, vous allez regarder cette vidéo, donc je vous souhaite une très belle journée de repos. Voilà, faites-en exactement ce dont vous avez besoin pour aller bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain, les amis. Salut.